Eh bien, bonsoir à tous. Donc, je vais me présenter. Je suis Dorothée Gabanou, je suis psychologue de l'éducation nationale et je travaille au Centre d'information internationale de Lyon, qui est un des centres nationaux ressources du réseau Euroguidance. Vous avez la petite affiche derrière. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, ce soir, nous accueillons Lilou, qui est actuellement en césure en Belgique. Bonsoir Lilou, et qui nous expliquera et qui nous expliquera ce qu'elle fait actuellement en césure et comment voilà, ça s'est passé en termes de démarche. Aurélie, qui est également en césure en Allemagne, qui nous expliquera aussi un petit peu ce qu'elle vit et comment elle a procédé pour envisager sa mobilité. Léa, qui a fait une mobilité après le baccalauréat, mais il y a quelque temps, c'est ça? Voilà. Alors Léa, je n'ai pas eu l'occasion de discuter en amont avec elle, mais je la remercie d'être avec nous ce soir. Yolande Naudin, qui est, peut-être je peux te laisser te présenter. Oui, tout à fait. Bonjour, Voilà. bonsoir à tout le monde. Alors moi, je suis psychologue de l'éducation nationale sur le CIO de Clermont-Ferrand. Merci Voilà. Yolande, donc qui nous présentera voilà, justement la procédure pour faire une demande de césure, y compris via la plateforme Parcoursup et ensuite après auprès de son établissement. Et puis Manon, je te laisse te présenter aussi. Bonjour à tous, donc Manon d'Angèle et je travaille pour le Centre Ressources Euroguidance de Strasbourg. Voilà. Parfait. Et donc là, derrière Euroguidance, il y a aussi Yvan Coallier, qui est juste à côté en fait, et qui va s'occuper du chat notamment. Vous voyez donc tous les collègues, désolée pour Léa, je n'ai pas eu le temps d'ajouter votre nom à la première slide, mais vous êtes là avec nous et c'est très bien. Le réseau Euroguidance, donc, c'est un réseau européen de centres d'orientation qui promeut la mobilité en Europe. Ce réseau européen réunit 35 pays en Europe. Et en France, il est sous la tutelle de deux ministères, le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, au travers de différents centres nationaux ressources. Donc, il en existe un à Lille, le CIO de Lille, le C2I de Lyon, le CIO de Marseille et le CIO de Strasbourg. L'ONICEP s'occupant plutôt de tout ce qui est plutôt administratif. Et il est également en France sous la tutelle du ministère de l'Emploi, du Travail et de l'Insertion, par le biais de l'Intercarif PACA et du Centre Info qui vont pouvoir informer plutôt sur la formation continue et pour le Centre Info, notamment sur les questions réglementaires concernant la formation continue et l'apprentissage. Ce réseau fait partie du programme Erasmus+, donc est financé également par ce biais-là. Il a vocation à promouvoir la mobilité et à introduire dans les questions d'orientation la notion justement de mobilité. Voilà, pour introduire justement la question du cadre réglementaire et de la définition un peu de la césure avant justement de passer au témoignage et aux informations un peu plus précises. En France, la césure, depuis 2018, est encadrée par la loi. Il y a même un décret d'application qui est relatif à cette suspension temporaire d'études et une circulaire en 2019 qui précise en fait les conditions de mise en œuvre. La césure, c'est une suspension temporaire et volontaire des études et elle a pour objectif de permettre justement d'avoir une expérience autre qu'étudiante, que ce soit en France ou à l'étranger. Elle peut durer 1 à 2 semestres. Là, on parle particulièrement de celle qu'on peut envisager après le baccalauréat, mais elle peut s'envisager à différents moments du parcours d'études et normalement une fois par cycle. Voilà. Le profil et le statut de l'étudiant, c'est un étudiant en formation initiale qui va être inscrit administrativement dans son établissement, mais qui ne sera pas rattaché, en tout cas pendant le temps de sa césure, à sa formation. Et cette césure donne lieu à un accord signé entre l'établissement et l'étudiant qui précise les modalités d'accompagnement, les modalités de réintégration dans l'établissement, voire les modalités qui permettront de valoriser justement la césure en question, pourquoi pas dans l'obtention de crédits européens.
En préambule, quelques chiffres de l'Académie de Lyon. L'année dernière, en 2020, on a un peu plus de 500 élèves, 500 lycéens qui ont coché la case de césure dans Parcoursup. Alors, on verra hein, que ça correspond à un pourcentage qui est assez faible encore, hein, parce qu'on est entre 1 et 1,5% des demandes dans l'enseignement supérieur, mais que voilà, c'est quelque chose qui évolue dans le temps, avec des formations qui sont dans lesquelles on a un petit peu plus de demandes. Les formations universitaires, ça peut être la licence, ça peut être le BUT ou le DOST, les BTS, les formations dans le domaine de l'hôtellerie et la restauration, et puis les formations dans le domaine du commerce et du management. Ce qui évidemment a un sens, notamment quand on parle de césure envisagée à l'étranger, et particulièrement par rapport à l'approfondissement des langues, mais pas que, on le verra aussi au travers des différents témoignages. Et je pense que j'en ai terminé avec mon petit préambule. Et je vais vous passer alors la vidéo d'Agathe, qui n'a pas pu être présente avec nous ce soir parce qu'elle a une répétition de théâtre, mais qui fort gentiment a fait une vidéo en fait pour témoigner de la césure qu'elle a faite l'année dernière. Donc que je vous passe. Je me présente, du coup, je m'appelle Agathe Logville, j'ai 19 ans et je suis en licence LLCR allemand à Lyon 2. Du coup, moi, j'étais en année de séjour, je suis pas en année de séjour actuellement, mais j'étais en année de séjour l'année dernière et j'ai eu mon bac en 2019, donc un bac littéraire. Et pendant l'année de terminale, je savais pas vraiment ce que je voulais faire l'année d'après. J'avais beaucoup d'idées, mais j'avais aussi vraiment envie de partir découvrir autre chose, de voir autre chose que le système scolaire, de pas retourner direct sur les bancs de l'école et plutôt faire des choses plus concrètes, plus manuelles et tout ça. Et du coup, j'avais envie de partir travailler dans des fermes avec Workaway. Donc Workaway, c'est quelque chose qui permet de partir travailler dans des fermes ou dans d'autres infrastructures et on n'est pas payé, mais en échange, on est nourri, logé. Et pour moi, maintenant, c'est vraiment la meilleure façon de voyager finalement parce que on habite vraiment chez les gens et on découvre un pays à travers ses habitants et à travers leur culture, leur façon de vivre. Et je conseille ça vraiment beaucoup. Donc voilà, je suis partie en Allemagne 3 mois, de septembre à décembre 2019, dans des fermes et autre chose, je travaillais dans un refuge par exemple, bref. Et ensuite, j'ai travaillé 2 mois en tant qu'animatrice en colonie de vacances de ski à la montagne, en France cette fois. Et après, malheureusement, il y a eu le premier confinement qui a réduit mon année de césure. Mais bon, ça a été la même chose pour tout le monde, donc c'est pas grave. Du coup, pour répondre aux questions sur la préparation de cette année de césure, sur Parcoursup, j'avais donc mis cette licence LLCR allemand, j'avais mis d'autres choses, mais en tout cas, j'ai été prise dans la licence d'allemand. Et j'avais en plus coché la case césure sur Parcoursup. Donc une fois que j'ai été prise à Lyon 2, j'ai dû bien m'inscrire à Lyon 2, ça il ne faut pas oublier de le faire. Et une fois qu'on est inscrit à Lyon 2, on fait une demande d'année de césure à Lyon 2, dans une autre fac si vous voulez d'ailleurs. Et ça, fallait faire juste une lettre de motivation si je me souviens bien. Et du coup, il n'y a pas de raison qu'on ne vous la donne pas. Il faut juste qu'on se rende compte que vous partez en année de césure, pas juste pour éviter d'aller en cours et que vous avez vraiment envie d'aller faire quelque chose. C'est pas juste de la flemme de demander une année de césure. Donc du coup, j'ai eu la chance que mon entourage, que ce soit mes amis, mes parents, ils valident vraiment cette envie d'année de césure et que personne ne me dise que c'était une mauvaise idée. Et du coup, j'ai obtenu la réponse que j'avais le droit de partir en année de césure, je crois, à la fin août. Donc voilà, et moi, j'avais pas commencé à préparer mon année de séjour avant parce que je savais que dans des fermes, ça servait à rien que je demande en juin s'ils auraient besoin de quelqu'un en septembre parce qu'ils ne savaient pas encore qui y aurait. Donc j'ai vraiment préparé ça un peu à la dernière minute. J'ai trouvé une ferme qui voulait bien que j'aille chez eux une semaine avant de partir. Et voilà, après, tout s'est bien passé. Ça a été super enrichissant. J'ai rencontré plein de gens. Je me suis retrouvée un peu toute seule, perdue en Allemagne. Mais du coup, je me suis vraiment débrouillée toute seule. Et c'était vraiment, l'année de césure, je la conseille vraiment, vraiment à tout le monde. Ça permet de prendre du recul, même maintenant, quand je le vois, que je suis en cours avec des gens qui, du coup, n'ont pas pris d'année de césure, qui sortent du lycée, qui en ont limite déjà marre d'être en cours.
Alors que du coup, moi, comme j'ai fait une année de pause, là, j'étais trop contente. Enfin, pas trop contente, on va pas déconner, mais j'étais vraiment enthousiaste à l'idée de retourner en cours. Et c'est quelque chose que j'ai plus fait pendant un an. Donc maintenant, c'est limite nouveau d'apprendre des choses comme ça. Et du coup, j'ai un apprentissage beaucoup plus actif. Je pense que si j'avais pas fait cette année de césure déjà. Alors moi, bien sûr, comme j'ai fait des études d'allemand, enfin comme je fais des études d'allemand, le fait de partir 3 mois en Allemagne l'année dernière, ça m'aide dans mes études aujourd'hui parce que je parle mieux qu'avant, ça c'est sûr. Mais je pense que même si vous faites une année de césure qui n'a pas de rapport avec vos études derrière, ça vous servira toujours parce que c'est vraiment quelque chose qui fait grandir, qui vous ouvre au monde, qui vous ouvre à tout le monde, enfin à plein de gens, à des cultures différentes. Et même si vous restez en France, que ça vous fait rentrer dans le monde du travail ou quoi, c'est quelque chose, quand vous avez fini cette année de césure, vous avez vraiment grandi d'une manière ou d'une autre. Bon, sauf si vous avez vraiment rien fait de votre année, mais si vous faites un minimum de trucs pendant l'année de césure, c'est sûr que vous en ressortez grandi. Et du coup, si vous vous posez la question de la faire ou pas, moi j'ai qu'une chose à vous dire, c'est faites-le. Vraiment faites-le. C'est la meilleure des choses à faire avant de commencer ses études ou au milieu de ses études. C'est comme ça qu'on prend du recul sur ce qu'on fait et qu'on va pas faire des études sans savoir pourquoi, des trucs que nos parents nous ont dit ou quoi. Vraiment, les années de césure, c'est sous-coté, hein. Faites-le, faites-le, faites-le. J'espère qu'Agathe a pu vous faire partager son enthousiasme parce que je trouve que son témoignage est assez intéressant et puis ce qu'elle a fait aussi, hein, Manon reviendra tout à l'heure sur l'échange de services qu'elle expliquera un petit peu. Et puis, je pense que Lilou et Aurélie et Léa pourront aussi rebondir sur certaines choses qui ont déjà été dites dans le cadre de cette vidéo. Maintenant, je vais peut-être donner la parole à Yolande, si tu veux bien présenter un petit peu le cadre, comment on fait pour demander une césure et dans Parcoursup et ensuite auprès de son établissement. Je vais rebondir un peu sur le témoignage d'Agathe qui effectivement nous a fait partager son enthousiasme. Par contre, je voudrais quand même signaler que l'année de césure, c'est vraiment cadré et je voudrais revenir sur quelques points. Alors il y a des choses qui ont été dites, mais alors déjà, par rapport à son profil, voilà. Alors soit effectivement vous êtes lycéen, j'ai vu qu'il y en avait sur la conférence, donc vous êtes lycéen ou étudiant en réorientation, c'est-à-dire que vous décidez de changer de filière et vous avez besoin éventuellement de repartir sur une première année d'autre chose, un but, un BTS ou autre, il faut passer par Parcoursup. Alors effectivement, il y a une procédure à faire sur Parcoursup, c'est-à-dire qu'il faut bien savoir que, comme on l'a dit, l'année de césure, c'est soit une année, soit c'est un semestre, une césure semestrielle. En aucun cas, ça peut dépasser un an. On peut faire effectivement 2 fois 2 sessions. Le projet, alors effectivement, peut être sans lien avec sa formation, ça c'est important, hein, là, c'est vrai que dans le cas d'Agathe, elle est partie, bon, elle a développé ses connaissances en allemand, donc ça rentre tout à fait dans ses études, mais il faut savoir que si vous avez un projet qui est différent de vos études, il peut rentrer tout à fait dans le cadre d'une demande de césure. Alors là aussi, l'année de césure, elle n'est pas accordée de droit, c'est-à-dire c'est pas automatique. Ce sont les établissements, les universités ou les directeurs d'établissements qui donnent l'accord. Une autre chose aussi qu'il faut bien comprendre, c'est que votre demande de vœu est complètement dissociée de la demande de césure. C'est-à-dire, vous pouvez être admis sur votre vœu et ne pas avoir l'accord de césure. C'est deux choses complètement distinctes. Voilà. Ensuite, vous pouvez bénéficier de droits de scolarité réduits quand vous partez, puisque en fait, vous n'êtes pas présent dans l'établissement. Donc, au niveau de la loi, vous avez effectivement des réductions des frais de scolarité et vous avez un engagement de payer tout ce qui est ce qu'on appelle la CEVEC, pour ceux qui connaissent. C'est la contribution étudiante à la vie du campus. Donc ça, par contre, vous devez la payer, mais sinon, vous pouvez avoir des réductions assez intéressantes des frais de scolarité. Voilà comment ça se présente, juste pour information pour ceux qui n'ont pas encore été sur Parcoursup, s'il y en a parmi vous. Voilà, donc c'est assez simple en fait, hein. Vous allez avoir sur la barre mon profil, ma scolarité, mes activités, vous allez renseigner votre projet motivé.
Alors, j'ai vu qu'il y avait dans le chat tout à l'heure une petite question sur est-ce qu'il faut vraiment avoir un projet, bien l'expliquer dans sa lettre de motivation? C'est quand même important, hein. Alors tout ne peut pas être ficelé, hein, on l'a vu, il y a des exemples où effectivement ça peut être, mais il est important quand même dans son projet motivé, dans ses lettres de motivation, de déjà expliquer sa volonté, effectivement, de pouvoir décrire son objectif. En fait, quel est votre moteur? Qu'est-ce qui vous pousse à demander une année de césure? Ça, c'est important aussi. Et vous avez juste à cliquer sur le bouton demander une année de césure et en fait votre dossier là sera simplement étiqueté comme quoi il y a une demande de césure, mais ce n'est pas là que vous allez vraiment faire la vraie demande. Ça se fera après, une fois que vous aurez été admis dans l'établissement choisi, votre vœu, et à ce moment-là, ce sera l'établissement qui vous donnera un dossier spécifique à faire. Peut-être, Yolande, qu'on Oui, peut préciser qu'à ce moment-là, les établissements n'ont pas connaissance de la demande de césure, hein. voilà. C'est à titre informatif, mais voilà, on ne peut pas se voir refuser une admission parce qu'on a coché césure dans Parcoursup. Voilà, c'est deux choses complètement indépendantes. Mm. Donc après, autre cas de figure, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous êtes étudiant, vous êtes déjà dans un cycle, vous êtes en 2e année ou 3e année et vous décidez de faire une année de césure. Bien évidemment, vous ne passez plus par Parcoursup, mais vous allez auprès de vos référents au sein de vos établissements. Donc, dans le cadre des universités, vous avez des référents souvent qui se situent au niveau du pôle du XUIO, du service d'information universitaire, et vous avez au sein des UFR aussi des référents. Donc, il ne faut pas hésiter à les contacter rapidement. Vous pourrez avoir une aide et un suivi. On vous expliquera la démarche. Et c'est là que vous aurez votre dossier vraiment à rédiger. On va le voir un petit peu plus tard aussi. Dans le cadre du BTS, ce sont les chefs d'établissement, voire les chefs de travaux. Il y a aussi une convention, c'est exactement la même chose. Vous avez un cadrage aussi, mais par contre, là, effectivement, ce sont les chefs d'établissement qui gèrent les dossiers, qui étudient dans ce cas-là. Un point important aussi avant de passer à l'autre diapositive, vérifiez bien parce que l'année de césure n'est pas toujours réalisable à n'importe quel moment. Je m'explique. Par exemple, si vous souhaitez faire une année de césure, vous êtes à l'université, vous êtes en 2e année, vous avez un stage et vous voulez faire une année de césure. Si votre stage est obligatoire, il fait partie de votre formation, vous ne pouvez pas le transformer en année de césure. Par contre, vous pouvez envisager de faire un break, de faire un stage et effectivement, après, de faire un stage qui est non obligatoire, hein, ce qu'on appelle, à ce moment-là et là, vous le transformerez pour l'année d'après en semestre de césure ou année de césure. Voilà et puis, une autre possibilité aussi des fois où on se voit refuser, l'étude même du dossier, c'est quand on rentre dans une formation très sélective et parfois il peut y avoir une sélection importante entre un M1, master 1 et master 2 et là par contre l'année de césure n'est pas toujours autorisée, par les universités parce qu'il y a une sélection et ils ne peuvent pas garantir, hein, vous avez bien compris que l'année de césure vous garantit un retour dans vos études et là par contre, vu la sélection, c'est pas toujours autorisé. Une fois que la constitution des dossiers, je vais finir sur les dossiers là déjà. Donc effectivement, tout à l'heure, Agathe parlait de la lettre de motivation en expliquant le projet motivé, les centres d'intérêt, un lien donc bien éventuel avec votre formation ou pas. Et puis l'établissement peut demander des pièces complémentaires spécifiques, par exemple, si vous partez dans un cas d'un séjour linguistique, peut demander un exemple du contrat, peut demander la réglementation de l'école, hein, le règlement intérieur, peut éventuellement, si vous partez dans le cadre d'une association, peut demander les statuts de l'association avec laquelle vous partez. Et puis, certains peuvent demander un entretien. Vous avez bien compris que chaque université fonctionne un petit peu différemment. Il y a une trame commune, mais après, effectivement, les contenus vraiment des dossiers peuvent évoluer suivant les études de dossier. Dans tous les cas, nous avons des commissions qui se réunissent avec un jury. Alors attention aussi, il y a des dates fixes hein, qui sont souvent définies par les universités, qui sont, on va dire, inscrites sur le site des universités. La commission se réunit, un accord est donné. À ce moment-là, cet accord, cette convention est signée et garantit 3 choses très importantes. On en a un petit peu parlé en introduction. Garantit la réintégration, comme on a dit, dans votre formation. Intègre aussi les modalités d'accompagnement dans la formation, là aussi qui peuvent être variables. Modalités d'accompagnement, c'est-à-dire que l'université est quand même encore présente et décide, par exemple, d'avoir un contact une fois par mois avec l'étudiant. Et à ce moment-là, il y a un engagement qui est signé et il y a une relation voilà, qui s'établit entre l'enseignant. Il peut y avoir aussi, on a parlé tout à l'heure de Dorothée a émis l'hypothèse par rapport aux validations
de votre semestre ou année de césure, effectivement, dans la convention, il peut être inséré qu'effectivement, elle sera inscrite dans le cadre d'une UE. C'est possible. Une UE, une unité d'enseignement qui va être valorisée par un nombre de crédits. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Il y a des universités qui fonctionnent comme ça. Il y a une UE, engagement par exemple associatif, qui peut rapporter effectivement des points, des crédits à l'étudiant. Donc ça aussi, c'est intéressant. Sinon, c'est mis en tout cas au supplément au diplôme. Donc vous savez que quand vous délivrez un diplôme de l'université, la licence, on peut rajouter, en plus des notes, un onglet spécifique expliquant un petit peu si la personne est partie dans le cadre d'Erasmus, par exemple, ça apparaît sur ses suppléments au diplôme. Si la personne a fait une année de césure, ça peut apparaître sur le diplôme. Donc ça aussi, c'est des choses importantes au niveau de l'insertion, hein. On parlait tout à l'heure de l'insertion, Agathe disait ça m'ouvre sur des choses, mais là aussi, dans un terme d'un CV, ça alimente le CV. Donc là, par rapport à l'année de césure, il peut aussi avoir après une demande de restitution. Une année, sur une université, il y avait eu aussi la possibilité de faire des exposés, dans la formation, de présenter des documents, d'alimenter un site, voilà, de façon à ce que cette expérience puisse servir à d'autres. Et puis les modalités particulières de suivi, c'est ce que je vous ai dit, je voudrais insister. Il peut y avoir aussi un document à rédiger, un rapport à faire et puis des entretiens souvent qui sont suivis, par, les bureaux d'insertion, d'accompagnement à l'insertion professionnelle qui sont au sein des universités, qui peuvent assurer aussi un travail sur les compétences. Comment mettre en avant vos compétences acquises pendant votre période de césure, avec des entretiens et un suivi par des professionnels de l'orientation. Donc, si on résume vraiment, le statut d'étudiant, il est garanti. Possibilité aussi, on ne l'a pas évoqué, mais des maintiens ou droits aux bourses pour les étudiants qui sont boursiers. Ça, c'est intéressant aussi. Alors, un petit point aussi sur les bourses. Vous savez qu'il y a un droit aux bourses qui est attribué. Il y a un certain nombre de droits aux bourses. L'année de césure ne rajoute pas des droits, hein, simplement donne un droit aux bourses qui effectivement est maintenu pendant toute la période de césure. Je peux rajouter peut-être une chose aussi, l'étudiant bénéficie aussi de sa sécurité sociale. Ça, c'est important aussi, hein. C'est les 2 points qui peuvent être maintenus. Alors ensuite, je ne sais pas si tu l'as laissé, voilà, je voulais faire un petit point sur l'université, Clermont-Auvergne qui, là j'ai les statistiques de 2018-2019, simplement parce que l'année dernière, il y a beaucoup de choses qui ont été reportées, hein, dues à la situation, mais ça donnait quand même un petit éclairage du nombre, d'étudiants partis en césure et puis des exemples de projets un petit peu, ça peut donner des idées. En gros, on va dire 75 des étudiants sont partis plutôt sur une année à l'étranger. Alors, semestre ou année? Parce que là, effectivement, on a eu 62 étudiants qui sont partis, mais si on compte bien, on a 74 projets. Donc ça veut dire qu'il y a des étudiants qui ont mené 2 projets de césure, dans l'année, hein, voilà, tout simplement. Donc 75 sont quand même partis sur des césures, à l'étranger. Voilà, donc ça permet d'avoir quand même une idée, de la dimension un peu d'une année, de césure sur, l'université Clermont-Auvergne. Voilà, alors je ne sais pas s'il y a des questions sur cette partie-là, peut-être? Bah, déjà, merci Yolande pour cet éclairage. Je pense que voilà, maintenant les choses sont claires et par rapport à Parcoursup et par rapport à la procédure qu'on rencontre généralement justement pour faire une demande de césure. Je vais peut-être donner la parole à Lilou, alors qui n'entre pas tout à fait dans ce cadre-là, parce qu'en fait, elle avait formulé des vœux dans Parcoursup, mais n'avait pas finalisé. Donc, elle a envisagé une césure en dehors de la possibilité de reporter sa rentrée dans une formation. Toutefois, son témoignage est très intéressant parce que là, en l'occurrence, ça lui a plutôt donné envie de continuer ses études au retour de sa césure, alors que ce n'était pas forcément un projet qu'elle avait initialement. Lilou, est-ce que vous voulez bien rallumer votre micro et puis expliquer un petit peu justement votre parcours? Oui, et bah, j'étais en bac pro pendant 3 ans en animation, mais de base les cours, moi j'aimais pas trop, je n'étais pas trop faite pour ça du tout. Et du coup, je voulais déjà partir depuis longtemps. Et du coup, j'ai fini mes 3 années, tout va bien, j'ai eu mon bac et tout. Sauf que j'avais commencé Parcoursup avec mon père qui était très, très bien avec moi, il faisait tout avec moi. On a commencé, mais on n'a pas du tout fini parce que je savais que je n'allais pas être vraiment acceptée parce que je n'ai pas des bons dossiers et tout. Du coup, on n'a pas fini. Et j'avais commencé, mes profs m'avaient parlé de service civique, m'avaient parlé de tout, comment faire. Du coup, on avait commencé, j'avais fait il y a très longtemps, j'avais commencé au premier confinement un entretien avec
en allemand. Et j'ai malheureusement pas été prise, mais je le savais. Et la dame très gentille m'avait proposé de faire un entretien pour, en Belgique francophone, ce que j'avais fait. Et du coup, 2 jours après, la réponse a été que j'ai été prise. Et peut-être 2 semaines après, 2 semaines, 3 semaines après, ils m'ont dit que j'allais en Belgique à Hawaï. Du coup, j'étais très contente. Et du coup, je pars pour 1 an, de septembre à août. Et du coup, c'est très, très bien. Je m'y plais beaucoup. J'accompagne les personnes en situation de handicap mental dans leur vie quotidienne. Je fais des activités, je fais de la cuisine avec eux, je vais à la piscine, je vais me promener. Enfin, je les accompagne jour comme la nuit aussi. Je les surveille la nuit. Et c'est génial. C'est hyper épuisant parce que j'habite en permanence avec elles. Du coup, même quand je suis en congé, comme aujourd'hui, ou les week-ends où je ne travaille pas, c'est très, très épuisant parce qu'ils sont toujours là, hé, machin, et tout. Enfin, mais sinon, c'est génial. Franchement, j'aime beaucoup et c'est hyper épanouissant. Tu prends beaucoup d'expérience, beaucoup de maturité, tu apprends à faire plein de choses de toi-même. Enfin, c'est génial. Franchement, j'aime beaucoup. Je vois Aurélie qui hoche la tête. Je peux peut-être revenir un petit peu sur votre témoignage, Lilou, en disant que, alors, vous êtes en service civique et effectivement, vous aviez fait la demande d'un service civique en Allemagne, mais bon, votre niveau de langue n'était pas tout à fait suffisant pour que ça puisse être finalisé. Et du coup, vous faites votre service civique, mais en Belgique. Et puis que vous en aviez entendu parler aussi par votre professeur principal, voilà, qui a évoqué justement cette possibilité-là pour vous qui ne souhaitiez pas forcément continuer des études à ce moment-là. C'est ma professeure principale de première. C'est ça, oui. J'en avais parlé à mes parents et du coup, au fur et à mesure, on allait voir et ça s'est fait. D'où l'importance aussi d'être accompagné à la fois par les équipes éducatives. Et là, vous disiez aussi que vous aviez été très soutenu par votre famille justement dans votre projet de mobilité. Ouais, mon père, il m'a aidé dans tout ce que je faisais. Je faisais les lettres, il les lisait, il m'aidait, il les envoyait, il était là pour moi tout le temps, tout le temps. C'était génial. Aurélie, peut-être, vous pouvez vous ajouter justement votre témoignage à celui de Lilou, en sachant que vous avez effectivement coché cette petite croix dans Parcoursup et vous devriez pouvoir réintégrer votre formation à l'issue de cette année. J'avais eu l'idée de faire une année de césure avant l'ouverture de Parcoursup. Donc j'ai pu justement cocher cette case au moment des inscriptions sur Parcoursup, mais j'ai quand même fait plusieurs vœux au cas où. Et en parallèle, je faisais des recherches par rapport à mon année de césure justement, et donc les volontariats à l'international. Donc je fais un corps européen de solidarité en Allemagne. Et donc je pense comme Lilou, j'ai passé un entretien téléphonique et donc j'ai été acceptée. Et donc au moment des résultats de Parcoursup, j'ai vu que ma licence que j'aimerais faire du coup l'année prochaine m'avait acceptée. Donc je me suis inscrite, mais j'ai fait la demande de césure pour être prise l'année prochaine. Et est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu comment ça s'est passé? Parce que vous me disiez que ça avait été un petit peu difficile quand même, et justement pour avoir un retour de l'université, et du coup vous avez pris la décision de partir, même avant d'avoir l'accord de l'université justement sur votre césure. Oui, donc j'avais complété un dossier de demande de césure et une lettre de motivation où j'expliquais que j'avais déjà été acceptée dans un projet en Allemagne et donc je souhaitais faire une licence d'allemand, donc c'était cohérent. Mais j'ai jamais eu de réponse concrète de la part de l'université. Donc même en septembre, j'avais toujours eu que des réponses vagues à mes mails, mais j'ai décidé de partir quand même parce que j'étais acceptée et que pour moi c'était mon projet, c'était le projet que j'avais en tête depuis tellement longtemps et je ne me voyais pas refuser ce projet où j'avais une place et je sais que beaucoup de personnes aimeraient faire ça et je me suis dit tant pis. Donc c'est parti avant d'avoir la réponse. Quitte à repasser par Parcoursup cette année, en fait. Voilà, quitte à se réinscrire sur Parcoursup, ce qui est tout à fait faisable. Si par exemple la césure n'est pas acceptée, on peut tout à fait se réinscrire sur Parcoursup l'année d'après. Alors, les universités, excuse-moi Dorothée, ont quand même un délai pour répondre. Hein. Dans la loi, elles ont 2 mois pour répondre. Donc, alors Aurélie voilà. a Donc finalement après, eu un retour, hein, mais voilà, un petit peu tardif. Ouais. Mais il faut le savoir aussi. Donc, si vous avez le droit aussi d'aller demander, il y a un délai qui est inscrit. Parce que c'est vrai que l'année de césure, maintenant, est vraiment inscrit dans la direction des formations. Enfin, je veux dire, il y a vraiment des documents qui certifient et des gens qui sont missionnés là-dessus, quoi, de plus en plus. Ouais. Très bien. Est-ce que Léa, vous souhaitez prendre la parole et puis dire un petit peu ce que vous avez vécu?
Absolument. Alors, bon, moi, mon expérience est un petit peu différente puisque mon année de césure date de 2006, donc l'année où j'ai passé mon bac. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de Pas de parcours. réglementation. Ouais. Voilà. Donc, en fait, pour moi, ça s'est fait beaucoup plus simplement, c'est-à-dire que j'ai vraiment simplement mis mes études en pause. Je me suis pas mal retrouvée dans le témoignage d'Agathe plus tôt. Moi, c'est pareil, j'avais un petit peu une idée de ce que je voulais faire après, mais c'était pas très, très clair. Et puis, bon, après, c'était aussi un rêve d'ado. Enfin, ça faisait plusieurs années que j'y pensais. C'est vraiment voilà, quelque chose qui était assez réfléchi. Et donc voilà, donc finalement j'ai simplement mis mes études en pause. Mais par contre, cette expérience a joué ensuite dans les dossiers que j'ai déposés, puisque donc, j'ai fait un IUT tout d'abord quand je suis rentrée en France. Donc j'ai en fait préparé mes dossiers de demande d'IUT pendant mon année en Écosse, en l'occurrence. Je suis partie en Écosse pendant presque un an. Au hasard d'une conversation avec un de mes profs pendant ma première année d'IUT, il m'a dit que c'était une des choses qui avait joué dans l'acceptation de mon dossier. C'est-à-dire que dans cette IUT-là, alors la grande majorité des personnes étaient voilà, juste post-lycée, mais on était quelques-uns quand même à avoir des expériences comme ça. Et il m'avait dit voilà, que eux, c'est des choses qu'ils recherchaient, qu'ils aimaient bien dans chaque promo, avoir quelques étudiants qui ne sortaient pas voilà, tout simplement du lycée, mais qui avaient déjà eu des expériences différentes avant, qui avaient peut-être une maturité autre, qui a du moins avait voilà, une certaine réflexion aussi dans pourquoi ils étaient là. Enfin voilà, ils cherchaient un petit peu à mixer les profils. Donc pour moi, c'est quelque chose qui a été voilà, un plus dans mes demandes de dossier. Sinon, alors, là, j'ai une question sur justement ce que vous avez fait en Écosse. Des petits boulots. Au départ, l'idée que j'avais au début, puisqu'encore une fois, donc voilà, c'est quelque chose que je mûrissais depuis quelques temps, c'était de partir en tant que fille au père, ce que font la plupart des jeunes femmes qui partent seules à l'étranger comme ça pour ce genre d'expérience. Finalement, je ne suis pas partie seule. Donc voilà, j'ai fait des petits boulots et encore une fois, c'était pas du tout préparé avant. C'est-à-dire que je suis vraiment partie en Écosse. J'ai fait ma valise. Je suis partie à l'époque pour le Royaume-Uni, c'était encore possible de prendre sa valise et de s'installer tout simplement. Et sur place, voilà, j'ai trouvé des petits boulots. Donc j'ai fait plusieurs jobs. Entre plusieurs jobs, j'ai fait du bénévolat. Enfin voilà. Donc j'ai varié les petits boulots pendant un an. Et c'était, oui, extrêmement formateur. Enfin, encore une fois, j'ai retrouvé dans le témoignage d'Agathe beaucoup de choses que j'ai ressenties moi-même pendant cette année. Enfin, c'est extrêmement enrichissant à un niveau personnel. En effet, vivre à l'étranger, découvrir une autre culture, rencontrer des gens enfin, voilà, qui n'ont pas la même culture que nous, c'est extrêmement enrichissant. Ça pousse à grandir très vite en fait, puisque quand on se retrouve voilà, à peine 18 ans seul dans un pays étranger, enfin pas tout à fait seul, mais quand même à devoir voilà, trouver un appartement, ouvrir un compte en banque, trouver des petits boulots, enfin, c'est quelque chose qui nous fait grandir extrêmement vite et qui émotionnellement est aussi quelque chose de très fort. Et bon, voilà, ça date encore une fois de pas mal d'années et c'est quelque chose qui pour moi reste vraiment une des expériences les plus fortes et les plus enrichissantes que j'ai vécues. Donc c'est vraiment quelque chose qui reste. Et en plus, après ça, j'ai pas eu l'occasion, moi, pour le coup, de faire une année d'Erasmus. D'accord. Après l'IUT, c'était la question que je souhaitais vous poser, oui. Est-ce que ça vous a donné envie d'avoir d'autres types de mobilité par la suite? Oui, moi j'avais vraiment envie de le refaire, notamment enfin, voilà, de faire une année d'Erasmus. Et simplement, voilà, c'est quelque chose qui ne s'est pas fait parce que donc, après mon IUT, j'ai fait donc, une troisième année de licence dans une école pour laquelle j'ai encore une fois passé un concours. À la fin de cette troisième année, j'ai passé un concours pour faire un master à Sciences Po. Donc là, encore une fois, ça ne rentrait plus en fait dans le cadre de mes études. C'est quelque chose qui voilà, j'ai dans la façon dont on continue mes études, ça s'est pas intégré dedans. Et du coup, c'est quelque chose que je regrette pas finalement maintenant, puisqu'en effet, voilà, j'ai eu cette occasion de le faire de façon plus libre. Donc, j'aurais aimé faire Erasmus. Finalement, bon, l'occasion ne s'est pas présentée, mais ça m'a permis en effet de quand même pouvoir vivre cette expérience. Voilà. Donc en fait, la césure, ça a été finalement l'opportunité de partir, alors que dans la suite de votre parcours, ça aurait été beaucoup moins évident en fait. Absolument. Ce qui est intéressant aussi dans votre témoignage, c'est que voilà, on est parfois réticent. Hein, je sais qu'Aurélie me disait que voilà, ces enseignants n'étaient pas forcément très enthousiastes à l'idée de la voir partir en césure. C'est aussi une année pendant laquelle, voilà, si tant est qu'on en fasse quelque chose, peut être valorisée à la fois quand on retourne en formation et puis même en termes d'insertion professionnelle par la suite. Donc ça, je trouvais intéressant de le souligner. Oui, absolument. Bon.
Merci pour ces témoignages. J'avais une petite question sur l'année de césure. Est-ce qu'elle n'est possible qu'en Europe? Non, elle est tout à fait envisageable ailleurs, avec des démarches qui seront certes un petit peu différentes quand on sort de l'Europe. Si on veut travailler, enfin voilà, on aura sans doute des démarches administratives à faire en plus, mais on peut tout à fait l'envisager en dehors de l'Europe. Peut-être avant de donner la parole à Manon qui va nous dire un petit peu toutes les possibilités de dispositifs ou voilà, de types de mobilité pendant la césure. Revenir sur le fait que là, Lilou, alors me l'a dit quand elle a témoigné de son expérience, et Aurélie aussi, en fait, elles ont préparé bien en amont quand même, toutes les deux font un volontariat dans le cadre du service civique et dans le cadre du Corps européen de solidarité. Elles ont préparé leur entretien et elles avaient la réponse aussi en amont. Donc, le côté préparation de la mobilité dans le cadre de la césure est aussi important à soulever. Manon, je te laisse la parole pour présenter un peu tout ce qu'on peut faire dans le cadre d'une césure. Du coup, bonjour à tous. Donc, je vais effectivement essayer de vous présenter un peu le panel des possibilités qui existent dans le cadre d'une année de césure. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui ont déjà été énoncées lors des témoignages notamment. Donc, on va retrouver effectivement les différentes mobilités qu'ont fait les différents témoins. Et je pense que je vais peut-être les utiliser aussi pour répondre peut-être plus précisément aux questions qui risquent de se poser sur concrètement les démarches et sur concrètement ce que c'est que le dispositif. Alors déjà, une première chose, c'est que le réseau Euroguidance a mis en ligne sur son site, donc www.euroguidance-france.org, un quiz qui a été créé en partenariat avec l'ONICEP des Hauts-de-France sur cette année de césure. Donc, ce n'est pas un test scientifique, c'est un quiz qui va permettre d'avoir un certain nombre de questions, des questions qui sont importantes à se poser lorsqu'on envisage une année de césure et qui permettent derrière d'avoir des réponses. Donc voilà un peu comment ça se présente sur votre profil correspondrait peut-être plus à ce type de mobilité. En fait, c'est pour vous donner des pistes. Il faut bien sûr aller plus loin. Peut-être que ça vous intéressera, peut-être que ça ne vous intéressera pas. C'est comme lorsqu'on fait un quiz sur des métiers, par exemple. Voilà, on voit qu'il y a finalement des choses qui correspondent et d'autres moins. Mais en tout cas, voilà, ça vous permet d'avoir un peu le panel de ce qui s'offre à vous en fonction de votre situation. Je suis lycéen, étudiant, j'ai plutôt envie de m'approfondir en langue, j'ai envie d'être utile. Voilà, donc il y a la possibilité effectivement d'utiliser ce quiz pour recentrer un petit peu vos possibilités. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'il est possible de faire dans une année de césure? Eh bien, ça a été abordé effectivement rapidement, les séjours au pair. Donc, c'est vrai que c'est une mobilité qui existe depuis longtemps. Il s'agit de travailler dans une famille, de s'occuper d'enfants tout en étant nourri, logé et indemnisé. Donc, c'est assez important quand même parce que c'est finalement une mobilité un peu à moindre coût. Vous avez des mobilités, que ce soit en termes d'études, en termes d'années de césure, eh bien, vous avez des mobilités qui risquent de vous coûter quand même assez cher. On le verra juste après avec les séjours linguistiques de longue durée. Et puis, vous en avez qui finalement sont plus abordables puisque là, finalement, vous êtes logé et nourri, qui est quand même un poste de dépense très important, et puis indemnisé, alors pas payé, ce n'est pas un salaire, c'est une petite indemnité, mais qui vous permet de financer peut-être l'un ou l'autre loisir ou sortie. Donc, le contrat, parce que c'est bien un contrat de travail, c'est un emploi, vous permet d'avoir un certain nombre d'heures dans la journée. Donc, on passe maximum 5 dans la journée où vous vous occupez effectivement des enfants et peut-être possiblement de tâches ménagères. Et puis, on vous laisse le temps, généralement, d'approfondir aussi grâce à des cours de langue, justement, le niveau de langue. C'est important parce que, au final, on s'occupe d'enfants. Donc, c'est vrai que le vocabulaire peut-être des enfants ne va pas forcément être le même. Certains ne parleront peut-être même pas beaucoup. On parle avec la famille le soir, etc. Mais ça n'empêche que peut-être qu'il manque une certaine dimension de la langue. Et donc, il y a cette possibilité de suivre des cours à côté. Donc, concrètement, c'est pour les jeunes de 18 à 30 ans, exceptionnellement 17 ans selon les pays. Et il faut donc soit
passer par un organisme. Donc, vous avez un certain nombre d'organismes qui proposent des séjours au pair à travers le monde, qui font finalement le lien entre vous et une famille et qui prend en charge l'organisation, notamment en termes de procédures d'immigration si jamais c'est en dehors de l'Europe, hein, donc les visas, etc. Et puis, vous avez donc cette possibilité de passer par un organisme ou alors de vous mettre vous-même en lien directement avec une famille. Il existe des plateformes en ligne, hein. Donc, ça, c'est un choix. L'organisme va forcément prendre une certaine commission, hein, mais vous accompagne dans cette démarche-là. Alors, comme pour tout, hein, ce sont des organismes privés, payants, et donc, on ne sait pas forcément quel organisme choisir parmi la multitude qui existe. Si vous tapez partir au pair je sais pas, aux États-Unis sur votre moteur de recherche, vous allez tomber sur tout un tas d'organismes différents et donc il est parfois difficile de faire le tri, de savoir vers lequel se diriger. Eh bien, vous avez deux sites principaux, hein, l'Office et l'Union française des agences au pair, l'UFAP, qui permettent en fait d'avoir une liste d'organismes qui répondent à une certaine charte qualité, hein. Ces organismes ont rédigé, si vous voulez, un certain nombre de critères et ne font figurer sur leur site que les organismes qui répondent à ces critères-là. Donc, ça permet d'avoir un certain gage de qualité de ce prestataire intermédiaire. Donc, on part de quelques mois à un an. Généralement, effectivement, les contrats durent 10 mois, 10 à 12 mois, puisque on part souvent dans des pays dans lesquels il n'y a pas forcément de structure comme il peut en exister en France, d'accueil de la petite enfance, hein. On a quand même chez nous l'école obligatoire des 3 ans maternelle. Ce n'est pas le cas du tout dans tous les pays. Nous avons quand même un certain nombre aussi d'accueils en petite enfance. Voilà. Donc, effectivement, vous avez des pays dans lesquels on va retrouver pas mal d'offres parce qu'il n'y a pas forcément cet accueil de la petite enfance avant la scolarisation primaire. Et donc, effectivement, les parents vont chercher quelqu'un sur la durée, hein. Vous n'allez pas trouver un contrat d'1 mois ou 2. Généralement, ce n'est pas ce que recherchent des parents. Ils cherchent quelqu'un qui va vraiment suivre leur enfant sur au moins une année scolaire. Voilà. Alors, comme je présente le diaporama, je ne vois pas les questions, hein. Donc, si jamais il y a des questions, voilà, on te les relaiera, Manon. Très bien. Donc, une autre possibilité, ce sont les séjours linguistiques de longue durée. Donc, je précise bien de longue durée parce que vous avez des séjours linguistiques qui peuvent se faire sur des vacances scolaires aussi, hein, donc de courte durée pendant 2-3 semaines pendant l'été, par exemple. Là, il s'agit effectivement du cas d'une année de césure, donc on part sur des séjours linguistiques de longue durée. Et là aussi, on va passer par des organismes privés, hein, et donc, vous avez aussi cette possibilité de vérifier la qualité de ces organismes à travers l'Office, à nouveau, hein, ou l'UNOCEL, l'Union nationale des organisations de séjour éducatif linguistique et des écoles de langue, voilà, qui vont permettre, là, à nouveau, donc, de retrouver des organismes plutôt de qualité. Alors là, le budget est bien plus important et va dépendre complètement de la durée et du lieu dans lequel vous allez. Effectivement, c'est sûr que si vous allez passer 10 mois à Londres, les tarifs peuvent être très élevés. Peut-être que dans d'autres villes, ne serait-ce que britanniques ou dans d'autres pays, eh bien, les tarifs seront moins élevés. Après, ça va être aussi en fonction du mode d'hébergement que vous choisissez. Et puis, vous avez des organismes qui vont proposer des activités annexes comme des activités sportives ou des visites culturelles. Voilà. Donc là, après, c'est à vous finalement de trouver ce qui vous correspond le mieux. Vous avez aussi l'une ou l'autre association à but non lucratif, mais là aussi, hein, dans tous les cas, le budget est à prévoir dans ce type de mobilité. Excuse-moi Manon, on avait juste une question sur, voilà, c'est combien de temps, longue durée? Je pense qu'on peut parler d'un semestre à une année en fait. C'est ça, de 6 à 10 mois, on va dire, hein, généralement pour de la longue durée, oui. Et est-ce qu'un travail est envisageable à côté quand on envisage un séjour linguistique? Alors, généralement, non, pas vraiment, parce qu'on va quand même avoir des cours intensifs de langue. Et puis après, ça va aussi dépendre d'où vous faites votre séjour linguistique. Si on est en dehors de l'Union européenne, pour travailler, il faut quand même avoir les bons visas, hein. Donc pas, non, généralement,
Après, on peut peut-être indiquer justement aux usagers éventuellement intéressés que sur les sites, voilà, il y a plusieurs offres de séjours linguistiques et il peut y avoir des séjours linguistiques avec voilà, des cours le matin, par exemple, et des activités prévues l'après-midi, voire des périodes de stage. Donc, c'est vraiment à voir par rapport aux formules qui sont proposées par les organismes de séjours linguistiques également. C'est ça. Après, il y a quand même la possibilité de s'inscrire soi-même dans des organismes de langue ou dans des universités qui ont des centres de langue sans passer par des organismes. Donc, on peut aussi peut-être composer dans ce cas-là, si on a si on veut un job à côté, on peut peut-être se le composer soi-même aussi sans passer par un organisme intermédiaire qui vous offre en fait un package, quoi, qui vous offre en fait le tout avec l'hébergement, etc. Donc après, c'est à voir en fonction de la situation individuelle. Une autre possibilité sera les volontariats. Donc là, on a quand même eu 2 exemples et on va revenir sur ces 2 formes de volontariat qui sont possibles directement après le bac, puisque l'objet de cette visioconférence ce soir, c'est bien l'année de césure après le bac. Sachez qu'il existe d'autres formes de volontariat qui vont être possibles soit avec des critères d'âge ou des critères de diplôme aussi. Vous avez des volontariats qui sont accessibles à partir d'un bac plus 2 ou bac plus 4, 5. Voilà. Donc là, ce n'est pas l'objet de ce soir, la présentation. Ce sera l'objet d'une prochaine visioconférence. Si jamais vous êtes intéressé par le volontariat, ça sera présenté. Je donnerai la date tout à l'heure. Voilà. Donc, une première chose essentielle lorsqu'on parle de volontariat, c'est bien de différencier la notion de volontaire et de bénévole. Donc, le volontaire, c'est une personne qui s'engage à plein temps dans une mission de durée variable en échange d'une indemnité. On est bien indemnisé pour un volontariat. Le bénévole, quant à lui, s'engage librement dans une action non salariée de quelques heures par an à plusieurs heures par semaine. Donc, vous pouvez être bénévole quelques heures par semaine, alors que pour le volontariat, on est bien sur un contrat à temps plein. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc, un premier exemple, du coup, le service civique. Donc, le service civique, qui est un programme français et qui est un engagement volontaire au service de l'intérêt général. Donc, il s'agit d'accomplir une mission dans multiples domaines d'intervention, mais qui sont reconnus comme prioritaires pour la nation, donc en l'occurrence la nation française, et utiles à la société. Donc, on va retrouver des personnes en service civique dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la solidarité, voilà. Et ce sera toujours en collaboration, en complément de l'activité des salariés, alors dans l'éducation, de l'éducation nationale, des salariés de l'association. Donc, c'est pour les jeunes de 16 à 25 ans. Pour les missions à l'international, vous pouvez avoir le critère plutôt 18-25 ans, donc notamment lorsque c'est hors Europe. Ce n'est pas forcément ouvert à tous les jeunes de 16 à 18 ans. Et donc, c'est une mission qui va durer 6 à 12 mois. Donc là aussi, on parle bien de l'année de césure. On ne va pas faire un service civique pour 2 mois pendant l'été. C'est bien pendant un semestre ou un an. Alors, la majorité des personnes qui sont en service civique en France. La large majorité. Mais vous avez aussi la possibilité d'avoir des missions à l'international que vous pouvez consulter sur le site servicecivique.gouv.fr. Vous avez un moteur de recherche et vous pouvez sélectionner à l'international. Donc là, après, il faut candidater en ligne sur le site et vous allez voir qu'il peut y avoir des critères qui sont donnés par l'association ou par l'organisme qui cherche des volontaires. Donc, peut-être que Lilou veut partager quelque chose de plus par rapport à concrètement ce que c'est qu'un service civique. En fait, on est tout le temps là avec eux, on les aide, on est payé forcément, ouais. Enfin, il y en a qui ne sont pas payés, il paraît. Et après. Alors ça, si ça n'est pas le cas, je pense que ce n'est pas dans le cadre d'un service civique ou alors c'est pas réglementaire en fait, parce que il y a cette rétribution qui est prévue, donc bon. Et après, il y en a beaucoup qui sont bénévoles, alors qu'on n'est pas du tout des bénévoles. Donc après. Voilà.
D'accord, très bien, merci Lilou. Donc effectivement, il y a une indemnisation. Alors on ne parle pas de salaire, hein, ce n'est pas l'équivalent d'un salaire, mais il y a bien une indemnité qui est donnée. Donc là aussi, on est aussi sur une mobilité qui est peut-être moins coûteuse que d'autres, hein, puisque il y a une prise en charge financière. Il y avait une petite question aussi, Manon, sur le fait que ça vaille le coup de partir l'année prochaine alors qu'on est en pleine crise sanitaire. Peut-être qu'on peut laisser aussi parler Lilou et Aurélie, hein, étant donné que bah voilà, hein, la crise sanitaire, de toute façon, elles sont dedans aussi. Elles ont quand même pu mettre en œuvre leur projet et le finaliser. Donc moi, j'aurais tendance à dire, bah voilà, si vous avez envie de faire une césure, renseignez-vous sur des restrictions éventuelles, mais avancez dans le projet, quitte à avoir une solution alternative si effectivement, au bout du compte, ça n'était pas possible. Si tu as quelque chose à ajouter aussi à ce propos. Non, c'est pareil pour tous ceux qui envisagent une mobilité, qu'elle soit dans le cadre d'une année de césure ou autre, hein. Et c'est vrai qu'on le voit à chaque conférence qu'on mène, que c'est une question qui est posée à chaque fois, ce qui est tout à fait normal. Mais on voit bien quand même que les mobilités se font, hein. On a des étudiants qui partent en Erasmus, on a des étudiants qui partent étudier à l'étranger, on a des jeunes qui partent en année de césure, en volontariat ou en séjour au pair. Après, effectivement, d'un pays à l'autre aussi, les règles ne sont pas les mêmes, donc bien se renseigner au préalable. Et puis, effectivement, avoir peut-être des solutions alternatives, comme ça a été dit auparavant. Après, on a vu tout à l'heure aussi qu'Agathe, bien qu'elle ait dû écourter sa césure justement l'année dernière, en était plutôt contente et du coup a repris, réintégré ses études avec justement aussi un certain enthousiasme et voilà. Donc bon, même si effectivement ça a été écourté, peut-être que ça vaut quand même le coup d'aller vers ce type de projet. Oui. Donc, une autre forme de volontariat, c'est qui s'inscrit dans le cadre du Corps européen de solidarité, hein, donc et qui comporte un volet volontariat. On l'appelait auparavant le service volontaire européen, hein, donc maintenant le dispositif a été élargi, enrichi, et donc le volontariat s'inscrit dans ce Corps européen de solidarité. Et donc, le volontariat, dans ce cadre-là, est destiné donc, à encourager la mobilité des jeunes de 17 à 30 ans, hein, sans condition de diplôme, là encore, puisque c'est ce qu'on disait, il est possible notamment directement après le bac ou même sans le bac, sans condition de diplôme ou de niveau de langue, hein. Il s'agit d'un engagement au sein d'une structure à but non lucratif, une association ou une collectivité. Il permet là aussi, comme pour le service civique, de réaliser une mission d'intérêt général. Donc, quelques exemples dans l'animation, la protection du patrimoine, dans l'aide aux personnes en difficulté, etc. Donc, il s'agit là aussi d'une mission normalement qui dure de 6 à 12 mois, souvent, on va dire, autour de 10 mois. On peut effectuer ce corps européen de solidarité dans les pays membres de l'espace économique européen, hein, donc les pays de l'Union européenne, mais aussi le Liechtenstein, la Norvège, et puis également des pays qui sont candidats à l'adhésion à l'Union européenne et un certain nombre de pays partenaires dans le reste du monde. Donc là, à la différence du service civique, pour pouvoir bénéficier de ce programme, il faut se rapprocher d'un organisme d'envoi, d'une association, hein, d'envoi, qui va se mettre en lien avec une association d'accueil et qui va d'ailleurs aussi vous accompagner dans votre démarche et vous permettre effectivement de partir dans ce cadre-là, hein, puisque c'est financé par les fonds européens, ils ne sont pas directement versés à l'individu, hein, ça passe par des structures, et là, ce sont des structures d'envoi. Vous les retrouvez donc sur le site qui est indiqué en bas, et puis on pourra vous indiquer aussi plus précisément si certains d'entre vous recherchent des structures d'envoi à proximité de chez eux, on peut vous aiguiller. Aurélie, vous pouvez peut-être dire un petit peu comment ça s'est passé justement pour vous? Alors pour ma part, j'avais postulé donc sur le site du Corps européen de solidarité avant de trouver un organisme d'envoi, parce que j'avais pas très bien compris comment ça fonctionne. Donc j'ai été acceptée pour mon projet et j'ai ensuite trouvé un organisme d'envoi, donc c'est aussi faisable, mais la meilleure façon c'est de passer par un organisme d'envoi qui peut aussi aider à nous trouver un projet qui nous correspond, etc. Et ce que je pourrais dire par rapport au Corps européen de solidarité,
c'est que c'est un projet qui est vraiment bien accompagné parce qu'on a à la fois l'organisme français et un organisme sur place, donc dans le pays dans lequel on fait notre volontariat. Donc on a vraiment plusieurs personnes ressources qui sont là pour nous. Donc on ne se sent pas, on va dire, complètement seul. Donc si on a des problèmes d'organisation, etc., on a des personnes à qui s'adresser. Et ce qui est bien aussi, c'est que le logement est fourni et payé par l'Europe. Donc ça, c'est vraiment un avantage et un stress en moins. Donc quand on arrive dans le pays, on a déjà un logement et donc c'est un grand avantage. Et vous êtes en colocation ou... Oui, je suis en colocation avec une volontaire italienne et une volontaire portugaise. Donc ça, c'est aussi un des avantages, c'est qu'on rencontre des volontaires d'Europe, de plusieurs pays d'Europe et de d'autres pays comme de Russie ou de Turquie. Très intéressant. Alors, il faut dire, Aurélie, aussi que vous avez passé un ABIBAC, donc vous aviez une compétence linguistique quand même assez intéressante pour entamer ce volontariat, mais vous me disiez aussi que vos colocataires n'avaient pas forcément le même niveau d'allemand que vous, en tout cas au départ. C'est ça. La colocataire portugaise ne parlait pas un mot d'allemand avant de venir, et ça se passe plutôt bien. Elle apprend, donc on travaille toutes les deux dans un jardin d'enfants, donc dans une maternelle, et elle apprend tous les jours, donc ça se passe bien. Ça aussi, c'était peut-être important de le noter, hein, voilà, pas être non plus forcément effrayé par un niveau de langue qui serait requis justement pour aller vers ce type de mobilité. Oui. Alors, une autre possibilité, alors là, finalement, ce n'est pas un programme comme on a pu le voir avant, c'est finalement un cadre. C'est-à-dire que lorsque on a envie de partir en dehors de l'Union européenne, il faudra toujours avoir un visa qui vous permettra d'être sur place. Donc, on a un visa de travail lorsqu'on a signé un contrat de travail avec un employeur. On a un visa étudiant si on est reçu par une université, admis par une université. On va avoir un visa de vacances, de loisirs lorsqu'on va partir 15 jours en vacances. Mais chacun de ces visas va vraiment avoir des caractéristiques spécifiques. Par exemple, avec un visa de vacances classique, vous n'allez pas avoir le droit de travailler. Et bien, donc, il a été mis en place ce dispositif, ce programme, ce permis vacances-travail, le PVT. Et c'est un accord entre la France et un certain nombre de pays du monde. Donc, vous avez pour l'Amérique du Nord, le Canada. Vous avez également un certain nombre de pays d'Amérique latine, de plus en plus d'ailleurs. On va bientôt les retrouver tous. Et puis, au niveau des pays asiatiques, vous allez avoir le Japon, la Corée du Sud, Hong Kong, également avec l'Océanie pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Voilà, donc vous avez quand même de plus en plus de partenaires. Chaque année, il y en a, enfin pas chaque année, mais on va dire régulièrement, il y a des accords supplémentaires qui sont signés. Et donc, c'est pour les jeunes de 18 à 30 ans, 35 pour l'Australie, l'Argentine et le Canada. Donc là aussi, on voit qu'au départ, le 35 ans, c'était uniquement pour le Canada et que là aussi, on commence à avoir d'autres pays qui acceptent des jeunes de 30 à 35 ans. Et donc, ça va vous permettre finalement de partir à la découverte d'un pays, mais tout en étant autorisé à y travailler. Donc, vraiment pouvoir occuper des jobs, voilà, plutôt que des emplois, on va dire, mais de trouver des jobs et de pouvoir du coup aussi financer votre séjour de découverte. Donc, les procédures dépendent des pays, donc il faut bien se renseigner au cas par cas. Sachez qu'il est possible de n'avoir on ne peut avoir un PVT qu'une fois. Et c'est vrai que je ne l'ai pas précisé pour le Corps européen de solidarité, mais c'est la même chose. Donc, pour ceux qui décident de partir directement après le bac, eh bien, sachez que vous ne pourrez pas repostuler à ce type de dispositif plus tard. Donc, ça se choisit bien aussi le moment où on décide de le faire. Par exemple, pour le volontariat, j'y reviens, le service civique et le Corps européen de solidarité peuvent se cumuler. On peut faire les deux à un moment donné. Mais par contre, vous ne pourrez pas faire 2 corps européens de solidarité. Là aussi, le permis vacances-travail, ce n'est qu'une fois. Une fois, Manon, une fois par destination. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut aller une fois au Canada, une fois en Argentine, une fois en Australie, etc., etc. Et donc, le site sur lequel vous allez retrouver le plus d'informations, c'est pvtiste.net, qui est le réseau des PVTistes. Et donc, dessus, vous allez avoir des informations sur concrètement les différents permis vacances-travail qui existent, mais aussi
des informations pratiques, accès aussi à des forums. Voilà. Donc, vous aurez beaucoup d'informations là-dessus. Vous avez une vidéo en ligne que vous pourrez chercher aussi qui s'appelle Génération PVT. Et c'est une vidéo de 25-30 minutes où vous avez des témoignages de jeunes qui sont partis dans ce cadre-là. Et c'est assez intéressant à voir parce qu'ils vont aborder ce qu'ils y ont fait, quelles sont les compétences qu'ils ont acquises, quelles ont été les difficultés rencontrées, le soutien familial, etc. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce PVT? Par exemple, on pourrait aussi le faire dans ce cadre-là, mais on peut le faire sans ce visa spécifique, puisqu'on peut le faire dans le cadre de l'Union européenne. Ce sont les échanges de services. Donc, les échanges de services, c'est être nourri, logé chez l'habitant, et en échange, en contrepartie, on va fournir quelques heures de travail pour la personne qui nous reçoit, pour l'habitant. Donc, on a le woofing dans les fermes biologiques, et puis vous avez d'autres plateformes, Workaway, Help Exchange, Help Stay, que je vous ai listé en bas, qui permettent effectivement de se mettre en lien avec des particuliers qui vont chercher une main-d'œuvre finalement pour eux moins chère, parce qu'ils vont vous nourrir, vous loger, mais pas vous payer. Donc voilà, c'est pas un job salarié. Donc, effectivement, possibilité d'aller dans des fermes biologiques ou non biologiques, mais aussi dans des bed and breakfast. Voilà. Donc, le panel est quand même assez large. Donc, effectivement, vous avez un certain nombre de jeunes qui partent faire de la cueillette de fruits en Nouvelle-Zélande, quand on parle. Et bien, généralement, effectivement, c'est un échange de services dans le cadre d'un PVT. Voilà, c'est pour faire le lien entre les deux. Et puis les jobs. Donc là, effectivement, on a eu un témoignage pour l'Écosse. On disait que on va peut-être écouter un peu comment ça s'est passé sur comment est-ce que vous avez trouvé les différents jobs. Peut-être, ça peut être intéressant de voir comment vous y êtes prise et puis ce que vous y avez fait. Qu'est-ce que vous avez trouvé en étant du coup non diplômé? Est-ce qu'on pourrait avoir votre témoignage? Oui, tout à fait. Eh bien, tout simplement, je me suis rendue au Job Center, qui est le pôle emploi britannique. J'ai rencontré une fois ou deux des conseillers de Job Center, mais pour les différents jobs que j'ai trouvés, en fait, c'était tout simplement, il y avait à l'entrée des bornes automatiques où on entrait toutes les critères du job qu'on cherchait, on trouvait des offres, et puis donc voilà, j'ai trouvé comme ça tout simplement. Et puis voilà, entre différents jobs, comme je disais tout à l'heure, je suis fait un peu de bénévolat dans des structures type Cancer Research UK, donc des boutiques en gros, type Emmaüs, des choses comme ça. Donc là, ça a été tout simplement parce qu'il y en avait dans mon quartier. J'avais fait aussi beaucoup de recherches de jobs comme ça, en allant tout simplement dans des boutiques, des bars, des restaurants, etc. dans mon quartier. Mais bon, en l'occurrence, tous les jobs que j'ai trouvés, je crois que c'était à travers le Job Center. Donc effectivement, vous aurez toujours des structures, des organismes qui pourront vous accompagner pour trouver ce type de job. Donc de manière générale, dans l'Union européenne, en vertu de la libre circulation des travailleurs, on peut aller travailler dans n'importe quel pays de l'Union européenne sans avoir de visa. Parce que voilà, on est dans l'Union européenne, donc certains vont faire des jobs d'été, beaucoup vont partir travailler sur, je sais pas, dans des bars aux Canaries ou je ne sais quoi. Mais il est tout à fait possible, effectivement, d'occuper des jobs lors d'une année de césure. Selon le job que vous allez repérer, une bonne maîtrise de la langue ne sera pas forcément toujours indispensable. Voilà. Donc ça va dépendre de ce que vous voulez faire aussi et de là où vous allez. Donc, la procédure, c'est comme une recherche d'emploi. Voilà, on a parlé des job centers, l'équivalent du Pôle emploi. Et bien, voilà, la procédure finalement reste un petit peu la même. Et puis, vous avez une association, le Club Telly, qui est assez intéressante, qui va recenser un certain nombre d'offres d'emploi, de stages, de séjours au pair aussi d'ailleurs, qui est donc une association dans laquelle il n'y a pas de prestations intermédiaires, mais il faut y adhérer pour accéder aux offres ou passer par des structures qui sont en accord. Donc, vous les retrouvez sur le site du Club Telly. Vous avez la possibilité effectivement de consulter des extraits d'offres grâce à des partenaires de cette association. Vous avez également sur le CIDJ un certain nombre d'informations sur les jobs et notamment les jobs à l'étranger aussi.
Évidemment, comme j'ai précisé pour l'Union européenne, pas forcément besoin de visa. Évidemment, hors Union européenne, et bien là, dans ce cas-là, il vous faudra un visa pour pouvoir travailler, soit du coup un permis de vacances-travail, soit un visa de travail. Voilà, donc simplement pour terminer, sur le site Euroguidance, vous allez retrouver un certain nombre d'informations, un peu tout ce que j'ai dit, peut-être en plus développé. Donc, dans la rubrique les différentes formes de mobilité, donc c'est tout en haut dans les onglets, vous avez la possibilité effectivement d'avoir des informations sur ces séjours au pair, les séjours linguistiques, l'emploi, le volontariat, et puis d'autres formes de mobilité dont on n'a pas parlé là ce soir, puisque soit c'est plus ponctuel, hein, donc par exemple des échanges de jeunes ou voilà, des choses qui peuvent se faire de manière plus courte, donc pas forcément dans le cadre d'une année de césure, ou alors plus tard dans ces études, ou plus tard voilà, comme assistant de langue ou d'autres formes de volontariat, mais on n'en a pas parlé ce soir. Merci Manon pour cet état des lieux complet des possibilités dans le cadre d'une césure. Je vois l'heure avancer et ben, j'aimerais vous donner la parole pour peut-être un dernier mot, un conseil que vous aimeriez donner aux jeunes qui se posent peut-être encore des questions par rapport au fait justement d'entamer une césure. Lilou, est-ce que vous voulez bien donner votre mot de la fin ? Moi, je pense qu'il faut foncer, même si c'est intimidant au début. Quand moi, je suis timide et je sais qu'au début, je ne voulais pas trop y aller parce qu'il faut quitter son domicile familial. Moi, je suis tout le temps chez moi en France, mais il faut y aller, il faut oser y aller. On apprend beaucoup de choses. On apprend à ne plus être tout le temps avec ses parents, à faire plein de choses tout seul. Enfin, franchement, il faut oser y aller et c'est génial comme expérience. Franchement, c'est à vivre. Et ceux qui ne l'ont pas vécu ne peuvent pas savoir ce que ça fait. Franchement, voilà. Alors ça, c'est un chouette mot de la fin. Aurélie Comme Lilou, je pense qu'il faut vraiment se lancer et surtout oublier l'idée que certaines personnes disent qu'on perd une année. C'est complètement le contraire. C'est une année très enrichissante qui nous fait justement sortir peut-être de notre quotidien et où peut-être on ne va pas apprendre des choses théoriques mais vraiment pratiques et de relations humaines et aussi on apprend sur soi. Donc je pense que c'est vraiment une expérience à vivre et que c'est un bon moment de se lancer après le bac, peut-être pour faire une espèce de pause, pour mieux se lancer dans les études supérieures. Merci Aurélie. Léa ? Je rejoins tout à fait Aurélie et Lilou. En effet, c'est jamais une année perdue, vraiment. Ça repousse voilà, un petit peu le projet d'études, mais je sais que pour moi, ça m'a vraiment aidé aussi à savoir ce que je voulais faire, à être en effet beaucoup plus motivée, beaucoup plus concentrée dans ce que je faisais parce que je savais pourquoi je le faisais. Donc non, c'est vraiment pas une année perdue du tout. Ça aide à y voir plus clair et puis c'est surtout voilà, extrêmement enrichissant. Je sais que moi, ça m'a vraiment construite en tant qu'adulte. Donc vraiment, lancez-vous. Merci. Yolande ? Oui, c'est vrai que moi, tous les jeunes que je rencontre, que ce soit au CIO, au lycée, sont transformés après une année de césure. C'est plus les mêmes. Donc même les enseignants le disent, il y a une maturité forcément, puisque ce sont leurs choix. Et puis surtout, je pense qu'ils donnent du sens à leurs études et ça n'a pas de prix, je pense. Donc voilà, n'hésitez pas. J'espère que ça vous a donné envie, pour ceux qui écoutent, de vous lancer dans la démarche. Voilà. Et puis j'excuse Manon, je n'ai pas été suffisamment attentive. Elle devait absolument partir avant 19h, donc elle a dû couper son écran. Mais j'imagine que son mot de la fin aurait été un petit peu dans le même sens que le vôtre. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour et vos témoignages et vos précisions sur la démarche et les différentes possibilités dans le cadre d'une césure. Je peux vous donner la date de la prochaine visioconférence qui va porter sur les volontariats qui aura lieu le 18 mars. Vous retrouverez le programme de nos visioconférences sur le site euroguidance-france.org. Donc, merci beaucoup à tous.